Bienvenue sur Décidéo, le podcast des passionnés de data, présenté par Philippe Neubourg. Bonjour à tous, bienvenue sur Décidéo. Pour une fois, nous allons parler non pas de data, ça on en parle à chaque fois, mais on va parler de data dans un secteur un petit peu particulier. On va parler de data dans l'agriculture et nous allons parler avec Caroline Ganscombe, qui est professeure associée, directrice de la recherche structurée à l'INSEC Grande École. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être un tout petit peu, d'une part, l'INSEC Grande École, un petit peu quel est son positionnement, et puis qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la data et particulièrement à la data dans l'agriculture? Alors l'INSEC Grande École, c'est une grande école de commerce en France et en Europe. Et c'est aussi une école qui a la particularité d'être très multidisciplinaire. On a toujours une possibilité, dans le cadre des enseignements, de ne pas se limiter en fait aux logiques de management, mais d'aller au-delà et de pouvoir amener donc des sujets comme l'intelligence artificielle, la data, etc. C'est pas parce qu'on est une grande école de commerce qu'on doit se limiter à la logique managériale. Donc on va au-delà, on va bien au-delà. On a des enseignants et des professeurs qui sont d'abord d'immense qualité, mais surtout, et je ne parle pas pour ma paroisse, c'est vraiment quelque chose que je ressens, surtout des logiques collaboratives et des logiques collaboratives intersecteurs. Et ces logiques collaboratives intersecteurs font qu'on s'intéresse autour de nos sujets centraux. Bon, moi, c'est tout ce qui est data, intelligence artificielle, autour de nos sujets centraux, des apports, en fait, de domaines qui peuvent être un tout petit peu étonnants quand on n'est pas une grande école de l'agriculture. Donc effectivement, on est multisecteur, multi-analyse, et c'est un peu notre marque de fabrique, être dans l'entreprise, travailler pour l'entreprise, et être capable d'approcher tous les types d'entreprises, tous les domaines, tous les secteurs. Donc une transversalité qui est vraiment quelque chose d'original. Alors, on va parler de nos agriculteurs qui produisent, on l'espère, ce que nous mangeons aujourd'hui, des fruits, des légumes, des céréales, de la viande, etc., mais aussi de la data. Expliquez-nous un petit peu cette face cachée. On n'imagine pas toujours l'agriculteur producteur de données. Eh bien si. Dans bien des domaines, il y a de la donnée. D'ailleurs, la donnée aujourd'hui, elle est centrale. Et par exemple, la qualité des sols. Par exemple, tout ce qui est hygrométrie. L'agriculteur est au cœur de cette donnée, de la création de cette donnée. Et bien souvent, aujourd'hui, cette donnée lui échappe. Et nous, on a eu la chance, donc j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Stéphanie Camarena en Australie. Et on a notamment travaillé sur quels sont les gains économiques pour un agriculteur lorsqu'il a sa propre donnée, lorsqu'il peut commercialiser sa propre donnée. Et ce qui existe en Australie et ce qui n'existe pas en Europe, et c'est bien dommage, c'est cette capacité à exploiter sa propre donnée. Et il a été calculé, là pour le coup pas par nous, on a juste eu la possibilité d'accéder à ces informations, que les gains pour un exploitant, c'était de l'ordre de 10 à 15% de son chiffre d'affaires. Donc on peut de toutes les façons, très simplement, en rendant à César ce qui est à César, c'est-à-dire en rendant à l'agriculteur ce qui est produit par l'agriculteur, on peut générer tout de suite des gains substantiels pour chaque exploitation. Et c'est pas quelque chose qui est... Pardon. Vous dites que la donnée lui échappe, mais est-ce que les données ne sont pas captées? Elles ne sont pas captées par quelqu'un d'autre aujourd'hui? Ah, elles sont parfaitement captées. Elles sont parfaitement captées, mais et ça c'est quelque chose qui est tout à fait su par les acteurs de l'agriculture en France. Si vous regardez un petit peu dans les comptes rendus, il y a eu un excellent colloque sur la donnée et l'agriculture. Vous voyez que des acteurs de champs d'agriculture sont parfaitement au courant que cette donnée existe, mais elle est difficile à exploiter pour l'agriculteur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans une logique contractuelle, puisqu'aujourd'hui il n'y a pas de structure contraignante pour que l'agriculteur soit l'exploitant de sa donnée, et ça il faut l'avoir en tête, il y a quelque chose on pourra en parler tout à l'heure, qui est indicatif mais qui n'est pas contraignant. Eh bien, en général, ce sont les personnes qui proposent soit les structures logicielles, soit les machines, les machines agricoles, qui vont capter cette information, qui vont capter cette donnée et en faire quelque chose. Vous avez par exemple ce qu'expliquait un représentant sur le sujet dans une chambre d'agriculture. Il disait en gros, si on ne signe pas, si on n'accepte pas que la donnée soit captée par le tiers, eh bien on peut même pas utiliser la machine. Et donc finalement,
finalement, cette donnée, elle est... Alors, on ne peut pas vraiment dire qu'elle est volée par le fabricant de la machine, puisque l'agriculteur l'accepte. Est-ce que c'est finalement son manque de connaissances en matière de technologie qui fait, comme beaucoup d'entre nous également avec les applications mobiles, hein, on signe sans trop vraiment lire ce qui a marqué à l'intérieur du contrat? Alors je pense que les agriculteurs sont extrêmement technophiles d'une certaine façon, pour beaucoup d'entre eux. Quand on voit la complexité, il y avait le SIA récemment, quand on voit la complexité des outils qui sont mis à disposition, sincèrement, on est face à des personnes qui ont une maîtrise technologique relativement rare. Donc on ne peut pas dire qu'ils ne savent pas. En revanche, je pense qu'ils en ont parfaitement conscience, mais que la structure aujourd'hui juridique, la structure réglementaire, fait qu'ils ne sont pas protégés. Et là, on a quelque chose qui est assez frappant, c'est que quand on n'a pas de protection, c'est toujours une logique de rapport de force et c'est toujours une logique contractuelle. Ce qui se passe, c'est que quand vous avez besoin d'une machine, impérativement besoin d'une machine, et qu'il n'y a pas nécessairement de grosse concurrence dans le domaine, ben vous êtes un tout petit peu contraint de cocher la case. C'est ce que disait ce représentant de chambre d'agriculture. Mais finalement, il y a certains fabricants de machines qui sont tellement hégémoniques qu'on n'a pas d'autre choix, si on veut utiliser cette machine, que de cocher la case. Est-ce qu'il n'y a pas finalement quelques fabricants de machines? Est-ce qu'ils se sont tous mis ensemble pour se mettre d'accord là-dessus, pour dire on va leur piquer leurs données et puis est-ce qu'on pourrait presque ir jusqu'à dire qu'il y a une espèce de cartel qui se crée entre les fabricants? Il n'y en a pas un qui se dit ah bah tiens moi je vais prôner l'open data dans l'agriculture? Alors là, c'est quelque chose, d'abord, moi je n'ai pas accès au contrat, donc je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il y a dans les contrats. En revanche, l'intérêt de la donnée est quelque chose de très bien compris par tout le monde. Dans ce contexte, les fabricants ont aussi un intérêt bien compris à avoir accès à cette donnée et à en faire quelque chose. À nouveau, on est dans une logique de rapport de force contractuel. Et étant dans cette logique de rapport de force contractuel, à un moment ou à un autre, il est clair que si on ne permet pas un rééquilibrage de ce rapport contractuel, c'est celui qui est le plus fort qui gagne, entre guillemets. Mais on ne peut pas dire décemment c'est un cartel. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est clairement une logique de marché et c'est clairement une logique contractuelle. Ce qui s'est passé en Australie, c'est que le gouvernement, sans que ce soit de la loi, mais c'est du domaine du code, donc c'est quelque chose qui est codifié, et il a supporté ce code. On a donc un Farmers Data Code, et ce Farmers Data Code fait que les fermiers ont préséance sur l'usage de leurs données. Et à partir de là, on a ce changement de paradigme, puisque il y a des jurisprudences. Alors, on est dans un système juridique un peu différent, puisqu'on est dans un système juridique qui s'appelle le Common Law, et où la doctrine est tout aussi importante que, entre guillemets, la structuration juridique. Et donc, il y a des jurisprudences qui ont donné aux fermiers raison en disant bah oui, si c'est lui qui produit la donnée, c'est lui qui doit en avoir l'exploitation. Mais nous n'avons pas ça parce que nous sommes dans un système juridique qui s'appelle le droit civil, où tout doit être écrit. Et comme tout doit être écrit, il nous faut, nous, écrire quelque chose pour protéger nos fermiers. Ce qui n'existe pas. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait écrire? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme solution? Qu'est-ce que vous imaginez? Ce serait intéressant soit d'avoir une législation européenne. On a déjà un Data Act, donc il y a déjà quand même beaucoup de protection à l'égard de cette donnée, mais la logique de propriété de la donnée, notamment de la propriété de la donnée agricole, n'est pas du tout définie. On n'a pas de texte. Et donc on est dans la logique contractuelle. On est dans la logique où on va dire, telle personne a été d'accord pour donner l'exploitation de la donnée à telle autre personne. Et dans le domaine de l'agriculture, c'est relativement dommage, parce qu'il est clair que pour les agriculteurs qui ont besoin de différencier leur business model, et là je reprends ma casquette économiste, en fait ce qui se passe c'est que depuis des millénaires, la logique de la production agricole, c'est je produis de l'agricole. Donc, je produis je produis de la nourriture, je produis des grains, je produis de la viande, tout ce que vous avez cité tout à l'heure. Mais aujourd'hui, il est clair qu'il y a une vraie crise de cette production-là, et donc, il faut rajouter un autre business model. Et on a quelque chose à mettre à l'actif qui est fort, qui est utile, qui aujourd'hui prend tout son sens, c'est la donnée agricole.
Est-ce qu'il faudrait aller jusqu'à dire, à votre avis, dans un Data Act ou équivalent, dire que la donnée appartient à celui qui l'a produit? Parce que là, vous parlez de l'agriculture, mais vous remettriez en question l'automobile, l'aéronautique, la banque, les GAFAM, etc. Partout, nous produisons de la donnée qui ne nous est pas réattribuée. Alors, en l'occurrence, à nouveau, on est dans une logique contractuelle. Nous sommes d'accord pour donner l'exploitation de notre donnée. Nous sommes d'accord. En l'occurrence, la donnée bancaire, ce sont les banques qui l'exploitent. La donnée, donc là, ils ont à nouveau cette logique contractuelle. Dans bien des domaines, dans bien des secteurs, le producteur de la donnée est son exploitant. Et ça pose aucun souci. Ce qui est surprenant, c'est que dans le domaine agricole, ce ne soit pas encore le cas. Ou partiellement, parce qu'il est vrai que en fonction à nouveau de ce rapport de force contractuelle, dans certains domaines, on a des exploitations qui sont faites par les producteurs eux-mêmes. Mais pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Et alors, si on se pose un peu la question de ces données, parce que moi je ne suis pas un spécialiste de l'agriculture, qu'est-ce que les données sur l'hygrométrie, sur le sol, etc., à qui ça pourrait servir d'autre à part à l'agriculteur? Alors, en l'occurrence, ça sert à tout l'écosystème de l'agriculture. Vous avez des données d'hygrométrie, par exemple, sur une dizaine d'années. Et puis, vous voyez les stress hydriques des sols. Vous pouvez produire des semences qui résistent à ces stress hydriques. Vous avez des données qui sont des données d'érosion. Vous allez pouvoir prédire, à terme, vos besoins pour gérer cette érosion. Ou comment gérer cette érosion. Donc à chaque fois, en fait, soyons clairs, l'agriculture, elle est centrale, puisqu'elle nous nourrit. Et le prédictif en agriculture est central, parce qu'il nous aide à avoir cette autonomie, cette souveraineté agricole et cette souveraineté alimentaire qui, elle aussi, est centrale pour nos pays. Donc à partir de là, on a vraiment un sujet qui est de dire... le producteur de ces éléments de souveraineté et de ces éléments centraux, il est légitime qu'il ait de quoi anticiper sur ce que peut être l'avenir. Aujourd'hui, cette donnée, elle est utilisée par d'autres qui, eux, anticipent et après retournent dans le circuit commercial avec des propositions qui correspondent à l'agriculteur. Mais ce n'est pas nécessairement ce que l'agriculteur attend. Vous avez évoqué ce qu'a fait l'Australie. Est-ce que ça se rapproche un petit peu d'initiatives européennes comme les data space? Est-ce qu'on devrait aller dans cette direction-là, ouvrir des places de marché sur les données pour l'agriculture? Alors, les data space, c'est extrêmement intéressant parce qu'effectivement, on a de l'échange de données. Mais en l'occurrence, ça va beaucoup plus loin que ça. On parle vraiment de propriété de la donnée et donc d'exploitation de la donnée aux producteurs. Donc ça commence d'abord par définir qui a accès à quoi et comment ça se fait et comment ça revient au producteur. On est vraiment dans une logique de codification de la propriété. Donc c'est avant de pouvoir vendre, il faut déjà savoir à qui ça appartient. Et en l'occurrence, le gouvernement a soutenu cette initiative. Alors la grande différence, c'est que l'Australie n'est pas du tout dans une logique d'accompagnement comme on peut l'avoir en Europe. Les fermiers australiens, ils sont seuls. Ils sont seuls face au marché. Donc leur organisation professionnelle sont très puissantes. Très très puissantes. Et ils ne s'adressent pas à des institutionnels, ils s'adressent vraiment au marché. Donc qui achète, qui vend, etc. Et du coup, on a une logique à nouveau, puisqu'on est à nouveau dans cette logique de droit commun, on a une logique de structuration de la doctrine qui est très différente de la nôtre. Et il faut vraiment se replacer dans cette logique culturelle qui est très différente. Pour terminer, une question peut-être un petit peu sur l'avenir de tout ça, parce qu'en effet, donc je comprends bien, première étape, celle dans laquelle on est, l'agriculteur collecte et il a droit à rien parce qu'il ne peut même pas réutiliser ses données. Deuxième étape, ce que vous préconisez déjà, ce serait que l'agriculteur puisse utiliser ses propres données, et peut-être dans le futur une troisième étape où la donnée serait valorisée et monétisée, et pourquoi pas deviendrait un centre de profit pour l'agriculteur également. Il pourrait continuer à vendre ses produits agricoles, mais également vendre ses données à l'extérieur. Ça pourrait être une forme de monétisation. Ah mais c'est totalement le cas. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, nous on a proposé avec Stéphanie Cabarena un modèle de monétisation et c'est clair que c'est vers ça qu'il faut aller. C'est-à-dire qu'il faut proposer à l'agriculteur vraiment d'avoir plusieurs business models.
un business model qui est son business model traditionnel, qui est de production de nourriture, de production agricole. Et on top of this, comme diraient nos amis australiens, au-delà de ça, proposer effectivement la monétisation de sa production secondaire, qui est la production de données. Et c'est effectivement fondamental, parce qu'on parle beaucoup de crise en agriculture, mais si on améliore le chiffre d'affaires de 10 à 15%, ça sort quand même beaucoup de gens de la crise. 10 à 15%, en effet, c'est beaucoup. Est-ce que le risque, ça pourrait pas être, mais alors si on se positionne vraiment dans le futur, que finalement le produit agricole devienne accessoire par rapport à la donnée, et finalement le salon de l'agriculture deviendrait le salon des data? Agricole quand même. Mais en l'occurrence, le risque est faible. Pourquoi le risque est faible? Parce qu'on travaille toujours son premier métier. Et le premier métier d'un agriculteur, c'est de produire du produit agricole. Mais pour produire bien, vite et je dirais de façon soutenable pour lui, quelque chose qui est de son premier métier, il a besoin de support. Et ce support, il vient avant tout d'autres revenus, de revenus secondaires, qui pourraient tout à fait lui permettre d'être soutenable et d'être peut-être un tout petit peu moins victime des aléas du marché. On entend beaucoup, les cours ne vont pas, ou à telle production il a plu, donc le blé ne sera pas bon, donc j'aurai moins d'argent sur le blé. En fait, la problématique agricole, c'est quand même la problématique de l'aléa. Et c'est pour ça que c'est un métier difficile, passionnant, mais difficile. Et mon père était vigneron, donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu dans mon enfance. Et parce que dès qu'il y avait un phénomène de gel, de grêle, etc., ça devenait tout de suite un cauchemar. Et donc il y a cette difficulté de l'aléa. Et c'est vrai qu'avoir un business model secondaire sur sa donnée, un business model qui lui permette en fait de sortir de cette problématique de l'aléa en ayant au moins une garantie de chiffre d'affaires sur autre chose que sa production primaire, c'est quelque chose qui peut sortir l'agriculture européenne ou l'agriculture française de la crise. Est-ce que de ce point de vue-là, vous soulignez que le marché de l'agriculture numérique était estimé à 23 milliards de dollars en 2025, j'imagine au niveau mondial, et plus de 60 milliards en 2034. Est-ce que de ce point de vue-là, en Europe, on est au même niveau que le reste du monde, ou est-ce que les Américains sont plus en avance sur cette partie data? En l'occurrence, ce ne sont pas les Américains qui sont en avance, mais les Australiens. D'accord. Voilà, la production, enfin là où c'est vraiment très mature, c'est au Canada, c'est en Australie. Et en Europe, on est pas mal placé. On a cette problématique réglementaire en revanche. À nouveau, on est très dans le droit écrit. Donc on a besoin en fait d'une stabilité, de savoir qui a le droit à quoi et qui fait quoi. Et ça dépend d'une réglementation. C'est-à-dire qu'on est, à nouveau, quand on entend, on a pu entendre certaines personnes dire « Ah là là, il faut laisser faire le marché ». Certes, mais nous avons culturellement une logique qui n'est pas une logique de droit commun. Donc le système anglo-saxon n'est pas importable en Europe. On a quelque chose qui est l'Irlande, mais le reste du continent est un univers qui est quand même essentiellement un univers de droit écrit, donc de droit civil, et culturellement on a besoin de structurer ça. Donc c'est pas du tout là où ça a été mis sur une question de liberté du marché, ça n'est pas du tout ça. C'est simplement que la façon de structurer les marchés sont différents. On est dans deux univers capitalistes. L'un est un univers capitaliste qui a besoin de structure parce que c'est sa culture juridique, et l'autre est un univers qui laisse le marché faire, quitte à avoir des catastrophes. Eh bien, écoutez, on va regarder ça avec attention. On verra dans les prochaines années si le nombre peut-être de stands parlant de data au salon de l'agriculture va augmenter. Espérons-le, parce que c'est espérons-le. Enfin, il y en a déjà énormément quand on va dans un hall où personne ne va. Il y en a déjà beaucoup, mais c'est comment dire, on est encore, c'est un peu comme en intelligence artificielle, on est encore à regarder les outils et pas nécessairement les usages. Voilà, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est extraire de l'usage plutôt que d'apprendre à utiliser un outil.
Merci beaucoup Caroline Ganscombe pour cette conclusion. On va rester sur cette excellente citation. Je rappelle que vous êtes professeure associée, directrice de la recherche structurée à l'INSEC Grande École et donc spécialiste de ces sujets sur les données agricoles en France, en Europe et dans le monde. Merci beaucoup pour cet éclairage et on se retrouve très bientôt sur Décidéo pour de nouvelles interviews. Merci beaucoup et belle journée. On se retrouve très bientôt sur Décidéo pour un nouveau podcast des passionnés de data.